parler d'un sujet au cœur de la transformation numérique et de la souveraineté des données, les data space. Donc ces data space, ces écosystèmes, ils permettent à des acteurs très variés de pouvoir partager et valoriser les données en toute confiance. Et ils sont devenus, on le considère nous en tout cas, des leviers stratégiques pour l'innovation et la collaboration et la création de valeur. Mais bon, ça c'est le concept, donc on est à peu près tous OK sur le concept, mais comment passer du concept à la mise en œuvre? Comment s'assurer que ces espaces de données soient non seulement performants, mais aussi éthiques, sécurisés, conformes, donc avec des sujets juridiques, réglementaires, éthiques, mais également de modèles économiques, et donc qui soient aussi conformes aux attentes de tous les acteurs impliqués qui partagent justement cette donnée. Donc c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble lors de cette table ronde intitulée « Stratégie et gouvernance des data space, du concept à la mise en œuvre ». Pour en parler, donc, nous avons le privilège d'accueillir 4 intervenants d'horizons complémentaires, différents mais complémentaires. Donc Bertrand Montubert, président d'Equitia, qui va nous présenter notamment le rulebook d'Equitia. On va prendre un peu de temps pour faire un focus sur le rulebook d'Equitia. Un cadre essentiel, on considère en tout cas que c'est vraiment le cadre essentiel pour garantir la confiance et la conformité dans les data space. Et puis Bertrand Billou, bonjour et merci d'être là, représentant de la SNCF et du data space EONAX, qui va nous partager son retour d'expérience sur la création et l'animation d'un écosystème de données à grande échelle. Rémi de Montgolfier, merci d'être là, bonjour, de TDF, qui nous éclairera aussi sur les enjeux spécifiques liés aux données sensibles et à l'interopérabilité, notamment. Et puis Anne-Claire Dubreuil, bonjour, du SICOVAL, merci d'être là, qui apportera un point de vue d'une collectivité territoriale où les données servent avant tout l'intérêt général et les citoyens. Donc, comme je le disais, d'horizons complémentaires. Donc pendant 1 heure, on va aborder 3 grands thèmes. Pourquoi et comment chacun de vous a construit, ou en tout cas à ce projet de data space, le rôle du rulebook d'Equitia, donc on prendra le temps, et puis les défis à venir, quelles sont les prochaines étapes pour pouvoir opérer ces data space. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir aussi pas faire que des retours d'expérience, mais de outiller et de permettre à tout un chacun de comprendre comment mettre en œuvre ces data space. Donc sans plus attendre, j'ai été assez longue sur l'introduction, mais c'était pour poser le contexte et le cadre, puisqu'on parle beaucoup de data space, mais c'est pas forcément évident de comprendre ce que c'est. Je vais peut-être commencer par Bertrand Billou, si vous voulez bien peut-être nous dire quels ont été les besoins métiers ou stratégiques qui ont motivé la création d'EONAX. Alors merci. EONAX, du coup, c'est une initiative qui a pris forme il y a quelques années, et il y a eu un boost d'EONAX avec les Jeux Olympiques. Alors déjà, pour faire simple, c'est un data space. Non, en principe, les data space, c'est sectoriel. Là, c'est un data space multisectoriel. Il y a à la fois la mobilité des personnes, donc vous voyez que la SNCF peut être dans ce data space, le transport de marchandises. Donc là, si vous ne le savez pas, la SNCF fait aussi du transport de marchandises, notamment avec Rail Logistique Europe sur le fret ferroviaire, mais aussi sur Géodis, et qui est plutôt le transport de marchandises routier. Et puis le troisième secteur, alors la SNCF ne fait pas de tourisme, c'est le tourisme, mais le tourisme, c'est un vecteur quand même de déplacement. On est le premier pays touristique en France. Si on pouvait devenir le premier pays tourisme plus train, c'est-à-dire tourisme décarboné, ce serait super. Donc il y a sûrement plein de choses à monter pour développer tout ça. Quand on a monté EONAX, ça a été beaucoup à l'initiative de partenaires publics et privés dans ces 3 secteurs. On a demandé un financement à la BPI qu'on a eu. Donc on est financé à hauteur de 9 millions d'euros sur les 5 années. Et donc, il a fallu mettre en place l'architecture technique, donc les connecteurs. Donc, on a fait travailler un prestataire technique qui est Amadeus pour réaliser donc, toute la partie technique du data space. Mais il a fallu aussi avoir une association. Donc, nous, on a choisi le modèle associatif et EONAX pour avoir des personnes qui vont traiter tous les sujets et puis
driver un petit peu la communauté des personnes qui font partie des ONAX et qui vont après s'échanger des données. Donc tout ça s'est monté de façon assez rapide et pour les Jeux Olympiques, donc en 2024, vous vous souvenez, on a eu notre premier cas d'usage opérationnel pour pouvoir accueillir en fait les délégations qui arrivaient majoritairement aux aéroports de Paris. Donc il y a ADP qui fait partie des ONAX. Et donc là, on a eu l'occasion de travailler avec le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y avait comme vous vous en doutez, des consignes de sécurité. Il fallait savoir qui arrivait, quand et où était chacune des délégations jusqu'à ce qu'elles atteignent le village olympique où elles étaient situées, par exemple, et puis après les compétitions. Et donc, c'est posé ici la question, c'est bien beau de savoir quand les gens arrivent en avion, mais comment on fait après? Parce que les gens vont se déplacer avec c'était des cars, à la fois eux en tant que personnes, mais aussi leur matériel. Parfois, il fallait transporter tout le matériel qu'ils avaient en tant qu'aussi sportifs dans ces cars. Et puis parfois, il fallait aussi qu'ils se déplacent en train, puisqu'il y avait certaines compétitions qui avaient lieu dans d'autres villes de France. Donc il y avait aussi besoin de données des trains. Donc des données des trains, des données des avions, des données des cars. Et il fallait pouvoir avoir un petit outil de supervision interne qu'on pouvait partager avec le ministère de l'Intérieur. Donc tout ça a été fait en quelques mois, même en quelques semaines, et rendu possible via les connecteurs EONAX, le dataspace EONAX, en toute sécurité. Ça a été opérationnel pendant toute la durée des Jeux Olympiques, et ça a démontré l'intérêt d'avoir toutes ces données, y compris par exemple pour un gestionnaire d'infrastructure comme l'aéroport de Paris. Ils ont trouvé que c'était super d'avoir les trains en temps réel qui arrivaient, qui étaient en retard, qui repartaient. Et c'est un truc qu'ils ne regardaient pas du tout avant. Pour vous dire un peu, on est souvent la tête dans le guidon et on a cet effet silo, tous, dans nos activités, souvent. Et les data space, ça permet de s'ouvrir un peu sur d'autres choses et finalement de saisir des opportunités. Et ils ont voulu garder ce flux d'échange de données avec nous dans EONAX, puisqu'on avait déjà tout branché, donc tout fonctionnait. On aurait pu dire, bon, on arrête, c'est la fin des Jeux Olympiques. Et un autre partenaire qui est similaire à Aéroport de Paris, qui est l'aéroport d'Aix-Marseille, s'est dit, bah, moi aussi, j'aimerais bien avoir les trains qui arrivent à Aix ou à Marseille pour les afficher auprès de mes équipes opérationnelles, voire aussi, et pourquoi pas, les afficher pour les clients qui arrivent à l'aéroport et qui doivent prendre un train par la suite. Donc, on voit que ça se développe, et puis là, on va le faire pour l'aéroport de Nice, et il est fort possible qu'un jour, on le fasse pour l'aéroport de Blagnac. Et finalement, quand vous pensez mobilité, vous pensez métasystème, puisque vous pensez multimodalité. Et quelqu'un qui arrive à Toulouse, moi je suis arrivé en train, je vais chercher à savoir comment je me déplace pour venir ici à la mêlée numérique. Est-ce que je viens à pied? Il fait beau, j'ai le temps. Est-ce que je viens en transport en commun? Il y a une ligne, quelle ligne il faut que je prenne? Ou est-ce que je prends un taxi? On pourrait relier tous ces acteurs pour faciliter justement ces échanges, à la fois sur l'information voyageur, mais aussi sur la distribution, qui est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il faut ouvrir plein d'applications pour prendre plein de tickets. Et pour fluidifier la mobilité et développer la mobilité bas carbone, c'est mieux de pouvoir se partager facilement de la donnée. Après, ce qui est intéressant dans EONA, c'est pas forcément de se partager de la donnée, n'importe quel type de données, c'est plutôt des données qui sont sensibles. Je vous donne un exemple. On voudrait améliorer, on est investi dans un projet européen qui s'appelle TravelWise. Et dans un des cas d'usage de TravelWise, entre l'aérien et le ferroviaire, parce qu'il y a des gens qui arrivent en Europe en avion et qui après vont prendre un train pour descendre de Schiphol, d'Amsterdam, jusqu'à Paris ou jusqu'à une autre ville européenne. Donc pour bien faire la liaison, il faut aussi se partager des données entre les acteurs de l'aérien et les acteurs du ferroviaire. Et puis pour certains clients, qui sont des personnes à mobilité réduite, qui vont être en fauteuil par exemple, il y a la nécessité de bien les prendre en charge de bout en bout, de l'avion, dans l'aéroport, dans la gare, dans le train, ainsi de suite. Et donc on voudrait pouvoir se partager ces données, qui sont des données sensibles, puisque c'est des données quand même de santé, pouvoir renseigner si vous avez besoin d'un fauteuil, si vous avez votre propre fauteuil, combien de sacs vous avez, pour qu'après on puisse prévoir les personnes nécessaires pour vous accompagner et pour vous aider à enchaîner ces modes de transport. En fait. Aujourd'hui, chacun est obligé de se débrouiller tout seul, et il y a des ruptures de charge quand vous voulez passer d'un mode de transport à un autre. Donc on voudrait pouvoir utiliser la portabilité des données personnelles, le RGPD que vous connaissez tous, mais en faire en fait un service innovant
et améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite. Et finalement, si on arrive à le faire pour les personnes à mobilité réduite, vous allez voir qu'on va le faire pour tout le monde, parce que ça va être un gain de temps et d'efficacité. Si on sait que dans un train qui a 10 minutes de retard, il y a 15 personnes qui vont prendre tel vol, il y a 30 personnes qui vont prendre tel vol, on va pouvoir peut-être faire des systèmes de coupe-fil pour éviter qu'ils loupent l'avion. Et derrière, il y a des enjeux économiques assez importants aussi, et des enjeux de relations clients. Donc on voit que c'est un prétexte, finalement, ces data space, pour améliorer des services, pour faire de l'innovation, et pour mieux travailler en réseau avec d'autres acteurs autres que la SNCF, qui peuvent être des acteurs publics ou des acteurs privés. Parce que si on veut développer des choses sur les territoires, il faut travailler avec les autorités organisatrices de mobilité, avec les comités régionaux de tourisme. Il y a plein de choses à faire sur le tourisme et la mobilité, par exemple en Occitanie, puisque vous êtes une des régions les plus en avance sur le tourisme bas carbone. Vous avez monté l'Occitanie Rail Tour, qui est en fait un billet spécial pour 2 à 6 jours avec les trains TER, les cars, et puis plein de destinations dans tout le département, enfin dans toute la région, sur le no-tourisme, sur la mer, sur la montagne, parce que vous avez plein de choses à faire. Et du coup, c'est une façon de retenir les touristes dans la région et de leur faire visiter plein de choses sans qu'ils aient à louer une voiture. Donc ce sont ce genre d'initiatives qu'on voudrait pousser un peu plus loin pour développer ce tourisme. Merci beaucoup. En vous entendant, ça nous semble évident, en fait, quand on est côté usager, de se dire que ce service-là devrait être très fluide et multimodal et de pouvoir justement suivre tout le parcours usager. On en parlait avec la SNCF ce matin. Il y a vraiment effectivement une grosse dynamique en région Occitanie et sur ces sujets-là. Et donc, on voit que c'est les data space qui, en fait, peuvent permettre de le faire tout en gardant la confiance et la confidentialité des données qui sont partagées. Et en tout cas, c'est grâce à ça que les data space peuvent servir. Ça paraît simple, mais finalement, il faut quand même, malgré tout, arriver à réunir ces acteurs et ces écosystèmes et de les faire travailler en confiance. Donc, c'est tout l'enjeu. Et je voulais vous passer la parole, Rémi de Montgolfier, aussi, pour savoir quel était le positionnement, alors peut-être rappeler TDF et son positionnement par rapport à ces sujets-là et comment vous se positionnez par rapport au data space. Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Alors, TDF, déjà, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette table ronde? Alors, TDF, historiquement, on diffuse la TNT et la radio. Donc, grâce à TDF, vous avez le JT et vous avez la radio dans votre voiture. On fait plus que ça. Depuis une dizaine d'années, on a également des data centers. Donc, nous, on est vraiment, pour reprendre ton exemple, un data space. Derrière, c'est tout un écosystème de fournisseurs, d'intégrateurs, un écosystème de confiance qu'il va falloir mettre en place pour permettre ces cas d'usage. Et donc nous, on est une brique de la solution, TDF. On a des petites infrastructures que l'on déploie en région justement pour permettre l'émergence de ce type d'application. Moi, quand j'entends data space, j'entends 2 mots. J'entends local, effectivement, donc proximité, et j'entends effectivement confiance ou souveraineté. Je ne sais pas comment il faut le dire. Quel est le bon terme? C'est un peu galvaudé. Et donc ça, nous, c'est vraiment notre savoir-faire. On est en terre de rugby. Alors si je file un peu, je vais essayer une métaphore. Je ne sais pas si ça marche, mais en rugby, on dit souvent pas de mêlée, pas de victoire, no scrum, no win. Bon, moi, j'aurais envie de dire sans infrastructure souveraine et de proximité, pas de data space, quoi. C'est un peu l'élément qu'il faut garder en tête. Et ce qui est très intéressant sur les data space, c'est qu'on voit que ça permet effectivement de faire se parler un CHU, un laboratoire de pharmaceutique, un centre de R&D et un incubateur. Et en fait, ça devient par rebond aussi un facteur d'attractivité pour une région ou une collectivité. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, qui est intéressant à explorer. Et probablement que vous en direz un mot, mais voilà, c'est grâce à cet écosystème de confiance d'hébergeurs, d'intégrateurs, on dit aux entreprises en fait locales et au public, travaillez ensemble en confiance, partagez vos données. Alors, on parlera sans doute aussi des aspects un peu de certification parce que le sujet n'est pas simple, surtout en France. Mais voilà, venez, il y a un endroit là où c'est vraiment c'est souverain, c'est local, c'est chez vous. Partagez, innovez, créez et faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Justement, ça fait le lien avec Anne-Claire. Si tu peux nous dire quels sont les enjeux spécifiques côté justement collectivité, quels sont les défis que vous avez à relever et surtout les enjeux. Oui, tout à fait, ça va être complètement écho. Donc, Anne-Claire Breuil, je suis directrice de projet transformation numérique au SICOVAL.
Le Sicoal, c'est une communauté d'agglomération au sud-est de Toulouse, de 36 communes et 85 000 habitants. Tous les enjeux qui viennent d'être décrits, on les porte aussi à travers une politique numérique responsable. Nous sommes soumis aux obligations de la loi Rennes en tant que collectivité de plus de 50 000 habitants, réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et notre stratégie, qui a été votée par les élus il y a donc un peu plus d'un an, elle porte sur tous les domaines, aussi bien social, environnemental, économique, data, IA et cybersécurité. Donc on a fait vraiment un 360 sur le sujet du numérique responsable, et ça vient aussi porter les questions autour de développement économique. Et je voudrais parler, par rapport au sujet qu'on évoque, de Data Space, un projet que l'on a qui se situe au sud du territoire, dans un écoparc qui s'appelle l'écoparc du Rivel, qui est un écoparc d'une centaine d'hectares et qui répond à un appel à projet national à EMI Ville Durable. Et donc, moi, je suis en charge du démonstrateur portant sur les smart grids et donc l'aspect plus numérique. Déjà pour dire que dans le cahier des charges qu'on a mis en place pour pouvoir faire une étude de faisabilité de ces smart grids, il y avait un gros volet sur le numérique responsable, avec tout ce que ça engage, côté éco-conception, souveraineté, inclusivité, interopérabilité, etc. Et ce qui veut dire aussi que le smart grid que l'on souhaite, il doit répondre à ces objectifs-là. Et donc, en effet, se posent des questions de flux sur ce futur quartier, et donc avec un objectif de développement d'un hyperviseur multiservice, multisectoriel, on en parlait à l'instant, pour partager des données aussi bien d'énergie, puisque c'est aussi un quartier à énergie positive, donc il faudra le prouver à un moment, avec de l'autoconsommation de l'énergie via du photovoltaïque, mais c'est aussi autour de l'eau, avec des enjeux aussi autour de la réutilisation de l'eau, autour des mobilités, mobilité douce, on en parlait à l'instant avec toi Bertrand, sur les flux aussi, le rabattement du métro vers ce quartier, etc. Il va falloir aussi piloter ça, mais également aussi sur la mutualisation des espaces, sur les parkings qui vont être aussi mutualisés. Et tout ça, ça va générer des capteurs, de la donnée. Et il est nécessaire de travailler la question de la confiance autour de ça, du partage des données dans un espace de confiance. Et donc, dans ce projet assez ambitieux pour lequel on n'a pas encore tout à fait les subventions pour pouvoir opérer, il y a 3 partenaires. Il y a donc Eridanis, qui est un porteur de plateforme au niveau national sur tout ce qui est Smart City. Il y a Haute-Garonne Numérique, qui est au niveau de la Haute-Garonne, l'opérateur et celui qui déploie la fibre sur le département et qui sera là, qui achètera cette plateforme et donc qui facilitera la mise en place des connecteurs sur ce territoire pilote, avec un objectif de déploiement beaucoup plus large à l'échelle Haute-Garonne. Et il y a Equitia. Et il y a Equitia justement pour mettre en place cet espace souverain, cette confiance entre les acteurs, gérer la gouvernance, pouvoir aussi s'appuyer sur ce qui se fait actuellement à Rennes Métropole, dans le cadre du projet City Orchestra, qui est un projet territoire intelligent et durable. Et on aimerait dupliquer, répliquer les règles de gouvernance qui sont mises en place sur ce territoire rennais pour pouvoir les adapter évidemment à ce quartier et pouvoir faire cette interopérabilité, cet espace de confiance entre les différents acteurs de l'eau, de la mobilité, également les capteurs liés à l'environnement, l'environnement sonore, également les capteurs de performance énergétique. Enfin bon, c'est multisectoriel. Et donc l'enjeu, bien sûr, c'est de créer cet espace de confiance entre les acteurs et on s'appuiera sur le rulebook et les règles de gouvernance. Merci Anne-Claire, tu me fais la transition toute faite justement sur la présentation du rulebook d'Equitia qu'on souhaitait faire ici, parce que comme on le voit, on a besoin d'avoir vraiment une confiance qui s'installe entre les acteurs pour qu'ils puissent partager leurs données dans le cadre de ces data spaces, à viser de pouvoir proposer de nouveaux services plus performants et de l'outillage et des services et des produits pour les usagers. Et donc, cette confiance, Equitia travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et donc, Bertrand, je te laisse présenter le rulebook Equitia, donc ses principes et pourquoi, à quoi il sert. Oui, merci beaucoup. Donc, en fait, ce qu'on a entendu... Ça va, le son? J'ai l'impression que c'est... Non, c'est pas terrible. Hein. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Ouais, on va échanger. Ouais. Il a l'air... Ah oui, c'est nettement mieux. J'avais une voix bizarre. Je me suis dit, mince, je suis vraiment malade. Donc, c'était pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont autour de moi. Non, ça va.
C'est très intéressant déjà tout ce que vous avez évoqué, parce qu'on voit au final comment d'abord les besoins qui émergent sont des besoins de croisement de beaucoup de jeux de données qui appartiennent à beaucoup de types d'acteurs et avec plein de problématiques d'accès dedans, avec des problématiques éventuellement de données sensibles, éventuellement de données privées, avec des enjeux économiques derrière, etc. etc. Et très souvent, les choses ont été abordées d'abord d'un point de vue purement technique. Et il y a déjà plein de choses à faire et des vrais besoins au niveau technique. Mais en fait, il y a toujours un endroit sur lequel on bute. C'est OK, est-ce qu'on veut les mettre? Est-ce qu'on veut véritablement qu'il y ait des calculs qui soient faits dessus? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est éthique de le faire? Et donc, dans le cadre d'Equitia, hein, tu le disais, Florence, on a travaillé sur ces questions depuis des années, en faisant d'abord une charte éthique des usages des données, parce qu'on constatait que si on n'a pas une manière d'analyser un sujet qui utilise des données en appliquant un cadre de réflexion qui est en fait celui de notre charte éthique, et bien très souvent, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de réponse? On ne fait pas. Et beaucoup de projets s'arrêtent parce que tout simplement, on n'a pas intégré des éléments qui ne sont pas, encore une fois, purement techniques, même pas purement réglementaires, mais qui sont de l'ordre de est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce qu'on va nous taper dessus parce qu'on va la faire? Voilà. Et ça peut être des acteurs. Si je prends les 3 acteurs qu'on a ici, un bon exemple, la SNCF a un enjeu réputationnel, TDF a un enjeu réputationnel, le CICOAL a un enjeu réputationnel, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Et de toute façon, vous ne voulez surtout pas faire n'importe quoi, sinon votre projet il sera mort. Et donc, on a travaillé sur ces questions en mettant effectivement la question de la confiance au cœur de nos travaux. Et donc, on a rencontré la thématique des data space aussi comme ça, en apportant une contribution dont je crois qu'elle est assez singulière, mais Bertrand, puisque tu représentes un data space, tu nous le diras mieux, c'est-à-dire en essayant de regarder, et on va parler du rulebook, comment l'ensemble des règles finalement qui vont gouverner un data space, on va comprendre ce que c'est, eh bien on peut, de notre point de vue, les décliner justement à partir de cette charte éthique. Comment l'éthique, elle ne vient pas à la fin, mais elle vient au début. Ça, c'est un élément important. On parle d'éthics by design, c'est-à-dire que quand on se pose la question à la fin d'un projet, tiens, en fait, est-ce que c'est éthique? Il y a des grands risques que ça ne soit pas le cas, ou en tout cas pas complètement. Et si ce n'est pas le cas, revenir en arrière, c'est très compliqué. Des fois, on y arrive, mais pas toujours. Donc, on pense qu'il faut le faire au départ. Et donc, la contribution qu'on apporte à cette réflexion très large, on n'est pas du tout les seuls, mais avec beaucoup d'acteurs, et EONAX en est, il y a tout un mouvement au niveau notamment européen et international de création de data space, eh bien, c'est justement d'apporter cette brique de l'éthique et de la confiance pour venir en complément de tous les aspects qui sont techniques et qui évidemment sont essentiels. Alors peut-être le rulebook, parce que c'est ça que tu me demandes. On y va. Le rulebook, un rulebook, c'est un livre de règles. Ah, la vidéo d'abord? Non, j'y vais. Ouais. Ok, très bien. Alors un rulebook, c'est un livre de règles. C'est quoi? C'est l'ensemble des règles en fait dont se dotent les acteurs d'un data space. Un data space, c'est un consortium. Bertrand Billou nous a expliqué un petit peu les différents acteurs qui font partie du consortium EONAX, qui sont réunis dans une association, dans le cas d'EONAX. Et ces acteurs, ils se dotent de règles pour se dire comment, si ils peuvent mettre en partage leurs données, on y reviendra peut-être un petit peu plus dans la subtilité de ce que ça veut dire mettre en partage des données, et si oui, comment ils vont le faire. Et le data space, ce rulebook, il va regarder un certain nombre de dimensions qui peuvent être d'ordre réglementaire, qui peuvent être de l'ordre de la sécurité, qui peuvent être de l'ordre des technologies employées, qui peuvent être de l'ordre également des modèles économiques. Parce qu'éventuellement, il va y avoir aussi des échanges économiques entre les acteurs autour de ces données. Et puis évidemment, nous, dans le cas du rulebook d'Equitia, vous l'avez compris, aussi des règles éthiques qui sont présentes. Voilà, donc le rulebook, c'est l'ensemble des règles qui permettent à un groupe d'acteurs, ça pourrait être nous, là, ici, de se dire, OK, on a chacun des données, dans quelles conditions on va être d'accord pour que des calculs soient faits. C'est ça que je veux dire par mettre en partage, que des calculs soient faits à partir de nos données. Et tu l'as évoqué, Bertrand, il me semble, dans les exemples autour de la mobilité des personnes à mobilité réduite, qui est effectivement un exemple extrêmement important. Vous êtes parti peut-être d'abord sur des sujets où il y avait des données moins sensibles. Vous arrivez très très rapidement à un sujet de données sensibles, et on comprend bien comment un point comme comment j'arrive à fluidifier le parcours de personnes à mobilité réduite, à la fois est quelque chose qu'on doit faire dans des conditions de confiance extrêmement rigoureuses, parce qu'il ne s'agit pas que
au passage de la collecte du fait que M. Montubert est peut-être à mobilité réduite, on va vendre ces données à n'importe qui, par exemple, ou bien peut-être qu'elles seront exposées à d'autres personnes. C'est peut-être pas ça qu'on veut faire. Peut-être qu'on va utiliser certaines, on va peut-être décider collectivement d'utiliser certaines technologies qui permettent de s'assurer que la confidentialité est respectée, mais quand même qu'on est capable de rendre le service pour lequel il y a un besoin. Et ce besoin est un besoin, même, on pourrait presque qualifier d'intérêt général, en tout cas très clairement d'intérêt pour les personnes. Donc le rulebook, le fait de se définir tout ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et je dirais, et je m'arrête là-dessus avant qu'on passe peut-être à la vidéo, que en fait, je pense qu'on est dans le nouveau schéma de partage des données par rapport à ce qui s'est pratiqué auparavant. Auparavant, qu'est-ce qu'on avait? Si on prend par exemple, il y a une dizaine d'années, le partage des données, on parlait d'open data, on en parle toujours, c'est toujours important de parler d'open data, d'accord? Donc on a un jeu de données, on va le publier. Les horaires, tu parlais des horaires, bon, on peut se dire que c'est partagé en open data. D'ailleurs, il y a effectivement des services open data mis en place par l'État autour des horaires. Bon, très bien, on va les partager. Mais quand on les partage comme ça, en open data, on ne sait pas très bien qui va les utiliser, pourquoi faire et avec quelle valeur produite. Donc, c'était quelque chose, c'était une réponse qui était une très, très, très bonne réponse il y a 10 ans. Ça se faisait aussi avec des technologies d'il y a 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner. Hein. L'open data, il a encore toujours beaucoup de valeur, y compris pour la transparence, par exemple, de l'action publique. Et il y a encore beaucoup de choses qui doivent continuer à se faire et de se développer dans l'open data. Mais aujourd'hui, on a d'autres possibilités. Aujourd'hui, on a par exemple des technologies de renforcement de la confidentialité qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, on va pouvoir faire du chiffrement, par exemple, sur des données, faisant en sorte que des données peut-être plus sensibles, qui jusque-là ne pouvaient pas être mises en partage dans le cadre de l'open data, soient mises en partage. Et donc, le data space, grâce à ces livres de règles, je dirais c'est un peu la manière dont aujourd'hui on peut aller encore plus loin que ce qu'on faisait il y a 10 ans. Encore une fois, pas à la place, mais pour aller un cran encore plus loin sur des projets qu'on ne pouvait pas complètement faire il y a 10 ans avec le cadre technologique qu'on avait. C'est un point essentiel. Et puis je dirais quand même un dernier mot, parce que ça n'a pas été... si, ça a été un petit peu dit, mais je veux réinsister dessus, c'est le mot souveraineté. C'est aussi un cadre qui nous permet de garantir la souveraineté sur des choses qui sont sensibles. Et je dirais en 2025, avec le monde dans lequel nous sommes, où on réalise qu'on n'est pas juste un grand groupe d'amis voulant faire le bien commun de manière universelle, c'est important de savoir avec qui on va travailler, par qui nos données peuvent être utilisées et développer une économie de la donnée qui soit aussi compétitive et qui soit conforme à nos valeurs. Ça, je pense que c'est aussi un des enjeux sur lesquels les data space peuvent jouer leur rôle. Voilà, j'ai été trop long, j'imagine, Florence, mais tu le sais, normalement, il faut que tu me tapes dessus quand je suis trop long. Non, tu n'oses pas? On va passer à la vidéo et après, on va illustrer très concrètement ce que ça veut dire. Donc ça, c'est un outil qu'on a commencé à développer autour justement de la présentation du rulebook, donc avec plusieurs parcours. Par exemple, là on voit le parcours par enjeu. On va essayer de découvrir les règles en fait qu'il y a dans le rulebook et on va en illustrer. Hein. Comme ça va devenir beaucoup plus concret. Je me lève parce que ce sera plus simple pour moi. Voilà. Et donc on voit différentes thématiques qui ont été abordées. Par exemple, la thématique de fiabilité des algorithmes. Et puis, à l'intérieur de ça, on va pouvoir voir quelles sont les règles qu'on veut examiner pour vérifier si on est conforme ou en tout cas quelle est la forme de respect de ces règles qu'on va mettre en place. Et donc, on va en prendre une au hasard, les standards nécessaires appliqués. Donc, ces standards, alors je crois qu'on va la voir, on la voit, donc la règle, en l'occurrence, hein, c'est une des règles parmi beaucoup de règles, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a des informations complémentaires et puis des propositions et la façon dont on peut le mettre en œuvre, c'est vraiment pour pouvoir l'appliquer. Donc c'est voilà, là, c'est la présentation de comment en fait appliquer ces règles-là dans les data space et en fonction des sujets et des acteurs qui sont intégrés et qui partagent leurs données dans les data space. Mais on va revenir sur la règle en elle-même. Voilà, exactement. Donc là, l'objectif sur cette plateforme, c'est de présenter les différentes règles, mais d'aller sur un aspect très opérationnel. Vous voulez mettre en place un data space, qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Quelles sont les propositions? Est-ce qu'il y a des exemples d'acteurs qui l'ont déjà réalisé? Découvrez comment ils l'opèrent.
Voilà. Donc c'est une plateforme encore en construction. Hein. Là, on vous montre un peu une preview de cette plateforme. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que tout ce travail-là a été fait avec les membres d'Equitia. C'est plusieurs dizaines de membres venant d'au moins 30 organisations qui ont travaillé ensemble pour la constitution de ce rulebook. Voilà, donc l'objectif, vous le voyez, si on prend celui sur les standards, c'est que on peut se dire, on est dans un consortium d'acteurs sur une thématique, ou peut-être en multisectoriel, c'est quoi les standards qu'on veut que chacun applique? Sinon, il ne peut pas contribuer au data space, parce que si les standards ne sont pas appliqués, on aura des problèmes d'interopérabilité, par exemple. On aura des jeux de données en fait, qui ne sont pas réellement comparables. On ne pourra pas opérer les calculs dessus. À un moment donné, il faut se le dire. C'est lesquels? C'est quoi la liste? Donc ça, c'est une étape. Et encore une fois, il y en a beaucoup plus sur l'ensemble des règles. Mais l'objectif, encore une fois, dans le cadre d'Equitia, c'est de pouvoir passer de quelque chose qui peut paraître très conceptuel quand on parle de data space, pour passer à quelque chose de très concret, de très opérationnel, qui essaye pour chacun de se dire, OK, maintenant je fais quoi? C'est quoi mes prochaines actions pour pouvoir mettre en place le data space? Merci Bertrand. Oui, l'idée étant que ce soit un levier, justement, et non pas un frein, puisque de toute façon, les freins, on les rencontre dans les data space. Et je vais vous laisser réagir justement sur l'application typiquement de règles de ce type-là. Est-ce que vous avez eu dans data space et ONAX, justement, le cas de, par exemple, cette règle à mettre en œuvre, et si oui, comment, et sinon, quels sont justement les enjeux sur lesquels vous avez dû, et les règles possiblement que vous avez dû mettre en place pour pouvoir aller jusqu'au POC réussi des JO par exemple, et puis tous les futurs projets, notamment avec l'aéroport d'Aix et peut-être l'aéroport de Blagnac un jour. Voilà. Donc si vous voulez réagir. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas eu encore des cas d'usage côté SNCF qui ont nécessité. C'est bon? Oui, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas eu côté SNCF encore un cas d'usage qui a nécessité des données extrêmement sensibles, mais on va en avoir, c'est sûr, notamment du fait que on a une partie de nos activités qui est ouverte à la concurrence. Donc, il y a des enjeux business très forts. Donc, il y a des données qu'on peut partager avec certains acteurs qui ne sont pas dans un environnement concurrentiel. Et on va devoir mettre en place tout un tas de choses pour bien s'assurer que ces données vont pas être redistribuées à mauvais escient et vont pas nous porter préjudice, parce que si nos concurrents connaissent tous nos secrets, ça va être difficile. Donc il y a cet enjeu qui est quand même assez prégnant, qui est un enjeu économique. Et je dirais qu'aussi, ce que je vois moi apparaître dans les interactions qu'on a avec les différentes parties prenantes autour des data space, c'est ce qu'on pourrait définir comme le modèle économique. C'est-à-dire, si je te donne ça, qu'est-ce que j'ai en échange, en fait? Pourquoi je le fais? Si je partage des données pour améliorer les services pour les personnes à mobilité réduite, là-dessus, c'est intéressant parce qu'on est tous motivés pour le faire. De SNCF à Accor, ATAP, Aéroport de Paris, Air France KLM, enfin, tout le monde veut améliorer ça parce qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, le service, il n'est pas super. Et donc, on est prêt à le faire un peu comme les Jeux Olympiques pro bono. Et ça va nous coûter, mais ça ne va rien nous rapporter, mais ça va améliorer le service. Parfois, pour plein d'autres choses, ce que je vois, c'est que si on veut partager de la donnée dans la durée, il faut quand même penser ces mécanismes de redistribution. Il ne faut pas vendre la donnée ou le service trop cher, sinon il faut être au prix du marché, quoi. Et parfois, avec les data space, on va pouvoir mettre en place ces smart contracts entre les acteurs, et on va pouvoir définir des règles économiques, donc tant d'euros la requête, si je fais simple. Mais on va pouvoir aussi imaginer des partages réciproques de données, un peu du troc, si je veux simplifier. Et ça, c'est tout aussi intéressant. Finalement, on va peut-être être, je pense, parfois beaucoup plus rapide à se dire, tiens, toi, chez toi, il y a ça qui m'intéresse. Moi, chez moi, il y a ça qui t'intéresse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'échanger ces données dans une sphère sécurisée, avec toutes les règles de déontologie, de tout ce qui va, d'éthique,
Mais finalement, de passer ce cap, c'est un vrai enjeu de se dire je vais lâcher quelque chose qui pour moi a de la valeur, qui pour moi peut me mettre en risque, mais ça va apporter de la valeur à quelque chose qui dépasse l'échelle de mon entreprise. Et peut-être qu'en échange, je vais avoir quelque chose qui va m'intéresser, que je n'avais pas forcément dans le viseur au début, parce que finalement, ce que je disais au début, c'est que ces data space, c'est une opportunité de lien entre des humains, entre des entreprises, entre différents modes de transport, entre différents secteurs d'activité. Et je peux vous dire que la donnée transport, elle irrigue plein de secteurs. Je vous ai parlé beaucoup de multimodalité, donc là c'est la mobilité. Je vous ai parlé un peu de tourisme, et je vois beaucoup, ça se développe énormément. Et en Occitanie, en Normandie, il y a plein de régions qui commencent à s'y mettre sérieusement, mais aussi l'immobilier. Quand vous voulez valoriser des biens immobiliers, si vous êtes capable de dire qu'il y aura la future ligne de métro qui sera à 10 minutes à pied dans 3 ans de cette maison, vous allez peut-être pouvoir mettre en place aussi tous les services de mobilité autour, et puis donner accès aux gens qui vont avoir envie d'acheter cette maison, d'avoir un forfait mobilité, avec peut-être un tarif spécial qui va leur donner la possibilité d'utiliser l'autopartage, le covoiturage, les transports en commun TCO, les trains, d'autres trains peut-être. Donc, dans plein de secteurs d'activité, on peut être intéressé pour avoir cette donnée mobilité. La recherche d'emploi aussi. Donc finalement, c'est un prétexte pour créer des liens, mais quand on veut créer des liens qui durent, il faut aussi penser à cette contractualisation, entre guillemets, qui est de... je donne quelque chose, qu'est-ce que je peux... Enfin, en tout cas, si moi je reçois quelque chose, assez naturellement, en tout cas, on n'est peut-être pas tous fait pareil, je vais me dire au fond de moi, en échange, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Donc tout ça va se mettre en place, et je dirais que là, on est un peu au début, et on voit que on pourrait très bien imaginer, même dans nos programmes de fidélité qu'on a chacun dans nos entreprises, carte avantage, les miles pour l'aérien, les points pour les hôtels Accor. On pourrait mutualiser des choses. Si vous êtes client de la SNCF, de Air France KLM et des hôtels Accor, peut-être que vous seriez content d'utiliser vos miles pour louer une chambre moins chère ou prendre le train moins cher, de pouvoir passer d'un programme à l'autre sans être enfermé dans votre silo. Donc tout ça, c'est des choses intéressantes qui peuvent... Finalement, c'est prendre conscience que on n'a pas... les clients, ils ne sont pas que à nous. On est dans un monde où le mieux on sert des individus qui sont clients de plusieurs entreprises, et le plus on peut y gagner. Ouais, merci. En tout cas, on voit que ça permet vraiment de créer ce lien, effectivement, à des visées beaucoup plus intéressantes. Et les silos, on en parle, je pense, depuis toujours au niveau de la donnée. Aujourd'hui, on parle du partage de la donnée, mais en fait, c'est vraiment un terme difficile à mettre en œuvre, puisqu'on voit bien qu'il y a tellement d'intérêts, en fait, et on connaît tellement la valeur de la donnée aujourd'hui que finalement... c'est casser ces silos et faire en sorte d'avoir justement un bénéfice pour chacun quand les acteurs viennent du public, du privé, de la recherche, et d'arriver à ce qu'ils aient un bénéfice donc commun à partager la donnée. C'est tout l'enjeu justement des data space, et là il y a de super bons exemples qui montrent que ça fonctionne, et ça fonctionne parce qu'aussi il y a des règles qui permettent, comme tu disais, de pouvoir l'opérer en confiance et de pouvoir l'opérer de façon sécurisée entre les acteurs malgré tout, pour que ça devienne pérenne. Et justement, je voulais rebondir peut-être, Anne-Claire, te donner la parole sur côté collectivité, où justement il y a un fort intérêt général sur les projets que vous pilotez. Comment ça vous permet aussi de créer ce lien avec les acteurs privés, autres, et voilà, quels sont les défis sur les data space, et quelles sont les futures étapes Oui, c'est vrai qu'il y a des enjeux énormes de confiance. On sait qu'aujourd'hui,
la donnée, c'est en effet, c'est de la valeur. Et donc, comment on travaille aussi, nous aussi, on a plein de données, et comment on la valorise aussi au sein de l'écosystème public. Et sur les projets que l'on a, notamment celui que je décrivais tout à l'heure, il y a un vrai enjeu de travailler en confiance entre ces acteurs du secteur public, donc nous, qui devons piloter le quartier, qui devons rendre des comptes aussi, parce qu'on est un quartier à énergie positive, on est un quartier développement durable, et donc il faut pouvoir le prouver à un moment avec des chiffres, avec une data vise, avec des éléments qui permettent d'objectiver le fait qu'en effet, on est bien rentré dans les objectifs qui ont été fixés notamment par les financeurs. Mais il y a aussi énormément d'acteurs privés, ceux de l'énergie, ceux de l'eau, ceux de la mobilité, les acteurs évidemment qui vont acheter nos lots, qui vont devoir aussi intégrer les capteurs, intégrer du photovoltaïque sur leur toiture, etc. Et on est quand même dans un écosystème aujourd'hui où les gens aiment bien être propriétaires de leurs données aussi, propriétaires, voilà. Et comment on va aussi accompagner ça, et on compte sur vous pour accompagner cette acculturation en fait au bien commun, au partage, à l'intérêt qu'on a tous à partager cette donnée pour pouvoir aussi mieux piloter le quartier et en effet se dire peut-être que l'énergie que moi je vais produire sur mon toit, elle pourra servir à certaines voitures électriques qui seront peut-être pas voilà, de mon parc, mais qui pourront servir à d'autres. Et c'est un changement de paradigme en fait. On en parlait ce matin avec d'autres acteurs. Cette volonté de coopérer, cette volonté du collectif. Donc il y a un travail d'acculturation et là on compte sur vous pour donner by design sur ce genre de quartier ou ce type de projet, l'envie de coopérer, de partager de la donnée pour le bien collectif et les objectifs qu'on se donne, notamment en matière de développement durable. Donc il y a besoin d'une acculturation, besoin d'un accompagnement. Je pense que le rulebook, ça peut être aussi un très bon support pour pouvoir accompagner ça. Et je pense que c'est pas naturel, je dirais, dans le développement économique habituel, hein, qu'en effet, on est plutôt propriétaire de tout, mais de se dire, oui, ma donnée, elle peut intéresser d'autres personnes, et peut-être que l'eau que je collecte sur mon toit, elle va peut-être aussi permettre à d'autres de faire de la réutilisation sur d'autres utilités, donc d'autres usages. Mais ça, c'est une partie extrêmement complexe. Il va falloir petit à petit partager cette envie-là de coopérer et d'avoir un espace de confiance pour coopérer et de bien vouloir partager sa donnée en sécurité. Voilà. Donc ça, c'est tout un accompagnement à faire. Peut-être, Rémi, si tu veux rebondir sur des règles de gouvernance et sur les sujets aussi que tu portes, comment ça s'intègre et est-ce que ça s'intègre, est-ce que c'est facile à intégrer ou est-ce que justement c'est un défi? Est-ce que ça s'intègre? Oui. Facile, non, jamais, malheureusement. Donc nous, vous l'avez compris, un TDF, on est au fond de la soute, on est entre guillemets la logistique, le back-office qui permet effectivement, on est la caisse à outils, enfin un des outils de cette caisse à outils qui permet au data space d'exister. Nous, il y a un des sujets qui va être assez fort, et d'ailleurs il a été mentionné, c'est la question des standards et des certifications. Le cas d'usage de je veux effectivement booster un peu mon appli et la rendre pertinente pour des gens en situation de handicap, ça veut dire immédiatement je gère des données de santé. Gérer des données de santé en France, il faut avoir une certif qui s'appelle HDS, hébergeur de données de santé, qui coûte littéralement des centaines de milliers d'euros. Alors il y a 5 niveaux en fonction de votre métier. Quand vous êtes hébergeur, ça coûte un pognon de dingue, diraient certains. Et donc voilà, donc nous, ça va être ça les enjeux, c'est que traduire finalement vos ambitions, votre interopérabilité dans du concret, dans du technique, dans quel est le standard, quel est le niveau de certif qu'il faut garantir, quel est le niveau de sécurité de mon infrastructure et avec qui je décide de travailler pour que de bout en bout, effectivement, il y ait, dans le cas de la HDS, on retrouve cette certification HDS depuis l'application qui est sur le mobile jusque on va dire, à l'enclos TDF dans lequel le serveur est hébergé, quoi. Donc là, il y a vraiment des sujets, effectivement, de continuité, en fait, de la sécurité, de continuité de la confidentialité à assurer à travers des acteurs qui vont, effectivement, de la start-up qui fait l'appli et qui n'a jamais entendu parler même de l'ISO 27001 ou que sais-je, jusqu'à effectivement chez nous, TDF, on travaille, on fait du béton, on creuse des tranchées. Bon, si vous êtes HDS, vous avez aussi des obligations à ce niveau-là avec vos prestataires. Donc ça peut aller assez loin. Donc
effectivement, c'est beau, ça brille sur le mobile. Derrière, c'est beaucoup de contraintes et de difficultés qu'il faut aligner et pour lesquelles, bien souvent, il y a une réponse en France, mais qui passe par la réglementation / la régulation. Oui, alors merci beaucoup. Ça permet de voir qu'effectivement, les data space, c'est un enjeu clé. De tout ce que vous avez évoqué, on peut se dire que ce n'est que le début, en fait, de cette dynamique-là et de ce nouveau, on peut dire, type de partage de données, ou en tout cas d'écosystèmes qui sont en train de se monter, de consortiums qui arrivent à faire travailler des acteurs très différents ensemble, qui n'ont pas les mêmes objectifs, que ce soit privé, public ou de recherche, mais pour un même objectif malgré tout, qui est la performance d'un service ou notamment d'un produit, et avec des standards, des règles qui vont devoir s'appliquer pour que ça puisse se faire. Donc merci à tous pour tous les éléments que vous nous apportez aujourd'hui, et on va garder du temps pour s'il y a des questions justement dans le public. Vous pouvez les applaudir. Merci. Et oui, il nous reste, on laisse un peu de temps, comme ça permet vraiment de pouvoir interagir. Donc n'hésitez pas s'il y a des questionnements. Oui, bonjour. Mendous David, on parlait tout à l'heure de la souveraineté de la gouvernance des données en 2025, mais on ne pourrait pas dire, est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir la Lune? Est-ce que ça n'a pas tout le temps été le cas? Ma question est, vu que les États n'ont pas d'amis mais des intérêts légitimement divergents, est-ce qu'on n'a pas des décennies de retard sur la souveraineté de la gouvernance de nos données? À titre d'exemple, données personnelles sur Facebook, comptables sur les serveurs Microsoft, etc. etc. Non, mais c'est une question effectivement intéressante. Je me permets de vous renvoyer au dernier numéro des Annales des mines qui vient de publier ce mois et qui est d'ailleurs disponible gratuitement en version numérique, qui est justement consacré à la question des données géolocalisées et souveraineté. Ça fait suite à un colloque du Conseil national d'information géolocalisée qui s'est tenu en juin 2024 et où la question effectivement de la souveraineté et on va dire aussi de la conflictualité au niveau géopolitique était déjà très fort, évidemment, après la guerre en Ukraine. Ça l'est encore plus fort depuis l'élection de Donald Trump, de manière évidente. Mais vous avez raison de dire que ce n'est pas complètement nouveau. Peut-être qu'on ouvre les yeux. Effectivement, il y a eu, à un moment donné, peut-être une forme d'illusion, je dirais vraiment très, très collective, dans le fait que, bon, au final, c'était pas si grave si il y avait des acteurs de l'autre côté de l'Atlantique qui collectaient nos données, et à la limite, plus ils étaient loin, peut-être moins c'était dangereux. Voilà. Bon, on se rend compte qu'en fait, on leur a donné aussi un pouvoir qui est quand même assez dangereux. Donc, effectivement, cette question... Voilà. Donc, cette question-là, oui, je crois que peut-être que l'avantage, au moins, de la période actuelle, c'est que ça nous conduit à ouvrir les yeux. La question, c'est comment on réagit au niveau de l'ensemble des sphères, que ce soit des sphères économiques, administratives, scientifiques, par rapport à ça, dans un monde où finalement on a eu des politiques d'achat de produits qui étaient peut-être pas forcément toujours, même si toujours orientées vers la souveraineté, même si ça fait longtemps qu'un certain nombre d'acteurs essayent de se soutenir des développements souverains. En tout cas, ce qui est clair, et peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment dit, c'est que le développement des data space est un des piliers de la stratégie européenne de la donnée, portée par l'Union européenne maintenant depuis un certain nombre d'années. Donc évidemment, la stratégie européenne de la donnée, on pense à un certain nombre de choses, comme le Data Act, Data Governance Act, etc. Mais il y a aussi, encore une fois, le soutien à ces initiatives. Je crois que c'est un cadre qui me semble beaucoup plus conforme aux valeurs européennes de notre modèle de société, modèle économique, que celui des GAFAM, qui est quand même un cadre où on essaye de faire émerger un champion qui va, en gros, écraser tous les autres. Voilà, ce qui se passera très probablement pas au niveau européen. Donc on a aussi, je pense, dans ce cadre des data space, on teste des modèles de développement qui sont différents. Ça va supposer, Bertrand l'a dit, je vais revenir là-dessus, sur le fait qu'on travaille bien les modèles économiques, parce que derrière, il y a des coûts. On dit la data, elle a de la valeur, oui, mais collecter de la donnée, ça a un coût, jusqu'à ce que disait Rémi sur les infrastructures.
Et c'est le fait de rassembler tout ça et pas se dire oh bah au final c'est de la donnée, c'est virtuel, c'est numérique, donc c'est gratuit. C'est aussi ça un peu le changement d'état d'esprit dans lequel on est engagé. Et pour compléter aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup d'open source sous ces data space. Je vous ai parlé de connecteur tout à l'heure, c'est le connecteur EDC, Eclipse Data Space Connector, qui est maintenu par la fondation Eclipse et sur lequel tout le monde peut contribuer. Donc c'est aussi une façon de mutualiser les ressources numériques et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vendor locking et que tout le monde puisse y accéder et voire même contribuer en fait. Et c'est aussi cette patte-là que vous allez retrouver dans cette stratégie numérique européenne. Oui, merci. Peut-être pour rebondir sur ce que vous dites sur le fait que c'est open source, je me demandais la place des citoyens dans ces data space, puisque vous avez dit à plusieurs reprises, chaque entreprise n'est pas propriétaire de ces données, on se les échange, mais les citoyens qui les collectent pas, mais qui les ont générés, finalement, ils ont quelle place dans cette data space? Alors, on pourrait dire potentiellement pour avoir un contrôle sur ce qui se fait en termes éthiques, mais aussi, est-ce que quand on ne collecte pas la donnée, on ne peut pas y avoir accès? Quelle est un peu l'idée de la place qu'on fait non pas aux collecteurs, mais aux producteurs initiaux de la donnée elle-même? Vous m'entendez? Par exemple, l'exemple que je vous ai donné sur les données personnelles, là, l'utilisateur final, la personne à la mobilité réduite, c'est elle qui décide d'activer ou pas le service. Mais si elle ne veut pas l'activer, elle n'est pas obligée. Alors, nous, on est plutôt sur des cas d'usage, on va dire, peut-être plus industriels, et où il n'y a pas d'intérêt pour un citoyen d'accéder à ces données. Mais je sais qu'il y a d'autres data space, notamment un qui regroupe les acteurs des médias, des contenus. Et donc, eux, ils ont des problématiques... comment ? Thames, voilà. C'est la Data Space Thames. Ils ont une problématique de participation citoyenne. Voilà. Donc, ils nous ont proposé de travailler sur le sujet, mais on n'avait pas techniquement le temps d'y passer du temps, malheureusement. Mais je sais qu'ils travaillent là-dessus. Donc, il peut y avoir, s'il y a des cas d'usage et aussi des data space, par exemple, qui va réunir les acteurs de l'aérospatiale, il n'y a pas de données qui vont intéresser le commun des mortels, en fait. Ça va être des pièces détachées, des choses... Enfin, parfois, c'est de la supply chain et il n'y a pas de données qui sont relatives à des personnes. Après, il y a les citoyens peuvent être concernés de plein de façons différentes. Donc, votre question est très large, hein, c'est difficile d'y répondre. Une des façons, Bertrand l'a dit, c'est si, par exemple, leurs propres données sont utilisées pour des services. Mais ça peut être aussi je pense, un cas d'usage qu'on essaye de porter dans le cadre des Kitia et puis d'une autre structure que je dirige, par exemple pour produire des indicateurs statistiques sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Les associations de personnes concernées sont très demandeuses que ça soit fait. Et c'est très intéressant parce que très souvent, on empêche l'utilisation de données au nom de la protection des individus, quand en fait ces mêmes individus, quand on les consulte, disent « mais nous, on souhaite que les données soient utilisées pour avoir des indicateurs qui vont montrer quelle est notre situation, parce que derrière, on espère que ça va permettre le déclenchement d'actions en termes de politique publique. » Donc les citoyens, ils peuvent être là dans une forme de contrôle, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Ils peuvent être aussi là pour dire « mais attendez, nous, on peut souhaiter au contraire que certains usages se fassent ». Et puis, il y a encore, peut-être, je pense, une troisième chose, et ça fait le lien avec l'échange que j'aurai tout à l'heure avec Axelle Lemaire, donc c'est un tout petit teasing, où elle va parler des données dites ESG, autour du développement durable, et avec des obligations de collecte de données des entreprises sur des indicateurs de développement durable. Ça intéresse là aussi les citoyens par rapport à ce qui se passe. Donc, il y a une place. Après, il faut être effectivement tout à fait honnête. Quand on dit les citoyens, on parle de quoi? On parle de quelle représentation? Et donc, c'est un travail que nous, on a intégré dans le cadre des Kitia, mais qui est très, très, très complexe. Mais si on ouvre le débat sur la question de la représentation citoyenne, là, on peut y être sur beaucoup de temps. Vous connaissez ces discussions-là, elles sont importantes. Mais oui, il y a des rôles, on va dire plutôt, que
des représentations citoyennes peuvent jouer dans le cadre des data space, mais après, ça va être au cas par cas pour le faire. Bon, il y a aussi le sujet quand même qui est... Oui, vas-y, tu voulais... Oui, par rapport à la question citoyenne, évidemment, ça engage aussi les territoires et la question politique. En tout cas, nous, dans les projets que l'on a, l'idée, c'est de pouvoir rendre visible la donnée de manière agrégée, bien sûr, donc peut-être via des applications, pour aussi montrer l'effort collectif et l'intérêt d'un effort collectif quand on fait de l'énergie, l'autoconsommation. À un moment, bon, on voit souvent sur des bâtiments, mais je pense que ça éveille un peu la curiosité et on se dit, bon, on fait encore mieux que là où on en est, par exemple. Donc je ne dirais pas que c'est une restitution forcément. J'ai donné une donnée, je la récupère, mais c'est un moment... en effet, on collecte de la donnée et c'est nous qui la partageons, cette donnée, très souvent. Ici, c'est dans un immeuble, c'est les consommateurs, c'est ceux qui arrivent en voiture et donc qui seront identifiés comme venant en voiture, ou ceux qui viennent en bus, etc. Donc, à un moment, restituer quand même. Mais ça veut dire aussi que pour pouvoir analyser une donnée, il faut pouvoir la restituer, la data visualiser correctement. Donc, ça veut dire aussi une culture de la donnée et apprendre aux citoyens à interpréter des données. Donc, ça aussi, après, on rentre dans des jeux qui sont plutôt autour de l'inclusion numérique. Et au SICOVAL, on fait beaucoup d'inclusion et la data fait partie aussi. L'accompagnement de nos médiateurs est aussi autour de la donnée personnelle, mais de la donnée en général. On fait de l'open data et on montre aussi comment fonctionnent nos portails open data. Donc je pense que c'est pas si simple. Ça nécessite quand même au départ aussi qu'on acculture les gens à ce qu'est une donnée et comment on interprète une donnée. Et en effet, voilà, dans la plupart des projets que l'on a, on essaye à un moment de restituer celui qui a donné la donnée, une partie via de la data visualisation ou autrement, pour restituer cette collecte qui a été faite. Alors, on me demande de conclure et d'arrêter le débat, mais il y a encore, j'ai vu une question peut-être, la dernière. Oui, je vous laisse. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une question. Mais malheureusement, le citoyen, quand ça ne va pas marcher, là, il va être plutôt en refus, etc. Donc, quelle est votre stratégie par rapport à ces délits de service-là et comment vous travaillez dans vos projets Alors peut-être que ça fait partie aussi du rulebook, de pouvoir se dire à un moment, il y a un déni de service et comment on le gère collectivement, tous les acteurs autour de la table, en ayant anticipé via des réunions de crise, et c'est ce qui se passe au SICOVAL. Il y a bien sûr des cellules de crise qui ont été montées pour anticiper les problèmes de cybersécurité, les problèmes de risque, etc. Et je pense que sur des quartiers comme on a l'ambition de le développer sur le sud du territoire, il y aura aussi, et ça fera partie pour moi aussi de l'engagement d'Equitia, à accompagner sur ces problèmes de risque, de cybersécurité, de sécurité tout court. Parce qu'en effet, quand il y a partage de la donnée, c'est un espace de confiance, donc il faut garantir la confiance. Donc ça fait partie pour moi des enjeux autour du rulebook et de l'accompagnement d'Equitia sur ce rulebook. Écoutez, merci. On va devoir conclure. Le temps, je pense qu'on aurait pu continuer à discuter de ces sujets. On peut, en marge de la table ronde, continuer évidemment à échanger. Merci à tous et merci aux intervenants de nous avoir fait part de vos expériences.